Pour commencer, nous allons faire la rubrique que les Américains nous envient, que l'ensemble du monde voudrait récupérer, que j'ai mal centré sur le slideshow que j'ai préparé, mais ce n'est pas grave car ce soir nous allons parler d'une actualité animée, nouveau nom pour cette rubrique qui reste donc exactement la même, c'est du rebranding, on a fait un petit pivot, on fait toujours la même chose mais on fait genre c'est nouveau. Petite astuce chez vous, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à voler cette idée. Alors, en Blitz, on va faire quelques petites nouvelles. Après, on va faire un petit débat. Quelques petites nouvelles. On avait parlé juste avant les vacances de belles nouvelles pour l'avenir. Première belle nouvelle, il y a eu, autour du 25 décembre, l'annonce de plusieurs projets en rapport avec Avatar, le dernier maître de l'art, la légende de Korra. Notamment... Bon, je te donne la news et puis après on en discute un petit instant. Il y a eu l'annonce d'un film long métrage dédié à Aang, du coup le protagoniste de la première saison quand il est Avatar adulte. Il y a eu l'annonce d'une nouvelle série sur le prochain Avatar qui suit Korra, du coup les 4 saisons de Korra qui s'étaient finies en 2016-2017, qui avaient fait... beaucoup d'émules sur internet voient dessus par un nouveau personnage, donc ça je crois que c'est une image, je sais pas si c'est une image officielle ou pas, mais en tout cas un prochain avatar qui sera un avatar de la Terre, du coup great news, peut-être des nouvelles séries, et je crois avoir lu des leaks d'une trilogie de films, mais bon bref. Est-ce que toi tu as regardé Avatar le dernier maître de l'air, est-ce que c'est une nouvelle qui te hype un petit peu ou pas du tout? Moi j'avoue, j'ai tout vu, donc voilà. Je place ça là. Moi, j'avais regardé la première série, celle avec Aang, dont j'étais archi fan quand j'étais jeune. J'ai tout vu du coup de cette série-là. Et par contre, Korra, j'avais dû voir genre 2 épisodes et on me l'avait déconseillé. Et vu que j'avais d'autres trucs à regarder à ce moment-là, j'avais un peu laissé ça de côté, donc je ne l'ai jamais regardé. Par contre, j'ai vu beaucoup d'extraits. Parce que c'est vrai que dans le milieu de l'animation, elle était assez connue vu qu'il y avait beaucoup de belles animes. Donc du coup, j'ai vu surtout les belles animes de la série, justement. Ah, Korra, mais la série en soi, j'ai jamais regardé. Korra, c'était très très en dents de scie. Ce qui était un peu dommage, c'est que la première saison était très très cool, elle avait vraiment relancé le show. La deuxième saison était assez naze. Vraiment, j'avais détesté. La saison 3 était très cool et la saison 4 était un peu décevante. Donc voilà, c'était beaucoup plus en dents de scie, c'était des formats plus courts que la saison 1, mais quand même des très bons personnages, des très belles animations, un univers qui fait vraiment rêver beaucoup de monde, et du coup moi je me dis, très cool, une nouvelle saison pour une nouvelle génération, pourquoi pas quoi. Donc, moi je me dis, why not, faut vraiment que ce soit bien écrit quoi, mais si... Enfin, je veux dire, à l'origine, c'est une bonne formule et c'est un univers qu'on aime bien, donc en soi, si c'est de bonne qualité, ça peut le faire, tu vois. Ok. Mais bon. Ensuite, petite image très, très énigmatique. Qu'est-ce que... Ça ne te dit rien, ça, évidemment. Tu ne reconnais pas le style... Qui dit j'ai jamais vu. Moi non plus. Peut-être, c'est pas mal. Je sais pas quoi dire. Voilà le gap générationnel entre nous, tout simplement. Korra, ça a 5 ans, calmez-vous. Du coup, très rapidement, sur une petite illustration, c'est une illustration qui a été faite par Araki, l'auteur de JoJo's Bizarre Adventure, qui a fini récemment la 8e saison, il y a un an, la 8e saison de JoJo, qui s'appelait JoJo Lion. Du coup, et là il a donné cette petite illustration pour le nouvel an car il a prévu la 9e saison du manga de JoJo's, qui s'appelle du coup JoJo Land, et peut-être que nous avons affaire à la toute première image de cette série. Du coup, Color Me Hype, moi je suis très motivé. Jojo, tu ne connais pas, un commentaire. Je connais de nom et je vois à quoi ça ressemble quand même. Je ne connais pas tout de suite les grands mots, j'ai juste jamais regardé. Mais... dis un truc qui fasse illusion sur le fait que tu connaisses JoJo's. C'est vrai que j'aurais pu mentir. Mais si, un truc. Non, je vais pas faire ça. Si, dis un truc comme si tu connaissais très bien, genre oui. Je jamais. Mon Jojo. Oui, c'est une série vraiment extrêmement inventive dans la mise en scène, bien sûr. Ta saison préférée? Peut-être? Non, là c'est trop. Ok, pas de mensonge. Une annonce sur laquelle nous allons passer exactement une seconde. Il y a eu le projet d'adaptation de Stranger Things à Tokyo en série d'animation. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Réponse. Non. Voilà, très bien.
Euh, le visuel est non contractuel, ça vient d'un jeu vidéo. J'en ai rien à foutre, j'ai vu passer l'info, j'ai fait qu'est-ce qu'on en a encore à foutre de Stranger Things. La photosynthèse qui dit non. Donc, tout le monde est d'accord. Alors, News ensuite, suivante. news suivante. On parlait d'animation japonaise. Alors, très rapidement, est-ce que toi tu suis le grand flux incroyable de la production d'animation japonaise de séries ou pas du tout? Absolument pas. Alors, pourtant, c'est un grand sujet de discussion sur internet et sur mes réseaux personnels. Ah bah ça j'imagine. Sur tes réseaux personnels surtout. Tout Je ce suis que- très peu étonnée. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il y a à peu près une centaine de séries télévisées qui sortent par saison, parce que dans la production japonaise, c'est divisé par saison, et du coup, c'est des trimestres, c'est 3 mois. Du coup, hiver, automne, été, printemps. Qui sont les 4 saisons, et qui sont des saisons du coup de soit 13 épisodes, soit 26 épisodes si ça s'étale sur 2 saisons, soit 52 épisodes rarement, comme on a un format en France. Et que du coup, chaque saison, c'est l'occasion de faire des petits... de voir un petit peu qu'est-ce qui va sortir, se confronter. Ici, vous avez les animés les plus attendus de la saison qui vient de se finir, du coup la saison d'automne, et nous avons le début de la saison d'hiver qui commence. Du coup, j'imagine que tu n'as rien vu de tout ça. Mon sombre passé, moi je n'ai jamais caché le fait que j'ai regardé beaucoup d'animations japonaises. Mais voilà, je ne sais pas Non, si... je parlais à Ofo qui disait ça fait longtemps que j'avais pas vu ces graphismes. Mais toi c'est pas ton sombre passé, c'est juste ton sombre présent. Mon sombre- Je dois avouer que j'ai vu certaines choses ici. Bon, très rapidement, Spy Family, le manga est très bien, l'anime est pas mal. Chainsaw Man, c'est la première partie de l'anime, la deuxième partie sera forcément meilleure, mais je n'ai entendu que des bonnes choses dessus. En vrai il y a beaucoup de trucs que je connais de nom, mais juste il y a beaucoup de trucs que j'ai pas regardé en fait. Ça a été confirmé comme étant très bien. My Hero Academia, c'est un shonen. Mob Psycho saison 3, il paraît que c'est excellent. Il faudra que j'aille le voir. Parce que Mob Psycho, très très belle adaptation, très très technique. Oui, Mob Tous les Psycho, fans apparemment, d'animation c'est très bien par exemple. qu'on Ça, recommande. Je dirais pas non à le regarder. Les 2 premières saisons, c'est très très bien. Je n'ai aucun doute que la saison 3, qui est conclusive, sera très bien. Bleach, bon bah c'est Bleach, on en a rien à foutre. To Your Eternity, c'est de l'autrice. To Your Eternity, c'est de l'autrice qui a fait Silent Voice, que tu as peut-être vu le film de Silent Voice. Oui, tout à fait. Et ben juste après ça, elle a fait un très long manga, une épopée temporelle d'un être immortel à travers le temps qui s'appelle To Your Eternity, qui est très joli, mais qui a un scénario un peu fluctuant, qui a été adapté du coup. Et là, dans la saison qui commence, je ne connais que 3... Non, je connais encore la moitié des choses. Vinland Saga, un très bon manga sur les Vikings, qui a été bien adapté, qui est proche de... dans Seinen. Nier Automata, ça va sortir, l'adaptation du jeu de Yoko Taro. Est-ce que ce sera bien? Je ne pense pas. Je savais pas qu'il y avait une adaptation. Je connais le jeu, mais pas. Bah... Ouais, un jour je parlerai de Nier, mais pas ce soir, quoi. Ça va dire que c'est un univers... c'est un univers un peu OSEF, mais avec un fond intéressant. Voilà. Et Tomo-chan est une fille qui était un sympathique petit comics en 4 cases que j'aimais bien, mais qu'est-ce que ça va être bien en animation? Aucune idée. Tout le reste, on s'en fout. Voilà. Ensuite, je voulais parler sur un... Vraiment, quel stream qualitatif. Quel stream qualitatif? Je voulais parler de Gorillaz, mais finalement on est un petit peu avancé dans le stream, donc je vais pas parler de Gorillaz vu qu'il n'y a pas d'urgence. Juste vous dire que le nouvel album arrive bientôt et les clips commencent à sortir et c'est cool. Je voulais passer quand même un instant sur cette nouvelle auquel j'avais échappé, mais qui du coup me fascine absolument, qui est que... qu'est-ce que c'est? Ceci. Oui, alors, il va falloir... je veux du détail, en fait. Il faut en parler, il faut contextualiser. Et j'ai vu passer Titeuf fait du stream, et j'ai fait... Bon, ok, c'est encore un... Alors oui, la nouvelle, c'est que évidemment, tu sais ce que c'est que le VTubing, mon cher Elliot. Bien sûr. Bien sûr. Ah bah, qu'est-ce que le VTubing, alors? C'est le vrai sujet de cette émission, n'est-ce pas? C'est le futur de notre émission à nous, du coup, on connaît le sujet. Vas-y, fais ton show, je t'en prie. Alors, le VTubing, c'est une nouvelle pratique qui existe depuis longtemps, on va dire, qu'on pourrait remonter, je vais le situer de manière totalement fausse dans Téléchat, le programme de Roland Topor. Non, en fait, le VTubing, c'est exactement la même chose que fait, ou les Guignols de l'info. C'est faire ce qu'on ferait sur une plateforme, comme par exemple être youtubeuse, mais avec un personnage qui n'est pas avec non du facecam, qui est le modèle traditionnel, mais un facecam animé, avec un personnage avec un modèle 3D ou avec un modèle 2D, c'est selon. Du coup, là, on rentre dans notre registre qui est l'animation et le dessin. Et depuis peu de temps, Titeuf, le personnage de la bande dessinée de Zep, fait du YouTube.
avec la voix du dessin animé, avec des animations préfaites, et il fait du YouTube avec, ici, une des premières vidéos qu'il a postées avec Dwagby, qui est un grand streamer français. Donc voilà, le VTubing, ça arrive en France, non pas avec de l'animation japonaise cringe, mais avec Titeuf, donc de la BD française cringe, donc on est très content, quoi. J'avoue que j'ai tenu 5 minutes sur la vidéo et j'ai fait... Bon, bah, ce n'est pas pour ma génération, mais je trouve que c'est une avancée intéressante du médium. Peut-être que Titeuf ouvrira la voie pour plein de créatrices VTubers. 2023, c'est vraiment l'année où tu te lâches, en fait. Clairement, j'ai vu ça, je me suis dit 2023 commence sur les meilleurs augures. Bon, bref, un commentaire à chaud sur cette découverte. Je trouve ça un peu marrant, mais à voir à quoi ça ressemble. Ah, on n'est pas le public, hein. Je pense qu'à partir du moment où on a dépassé 15 ans, nous ne sommes pas le public. Mais oublions ce sinistre passage par le VTubing et l'animation japonaise. Parlons d'un sujet, le sujet finalement, le sujet qui... on va pas non plus cacher ce qu'on pense, hein, c'est pas trop tôt. qui planait depuis la sortie du film le 25 décembre, le film de Alberto Vasquez, Unicorn Wars, que j'ai pu voir il y a 2 mois de cela, que tu as pu voir récemment. J'ai déjà évoqué plusieurs fois l'idée que je détestais le film profondément, mais tu vas évidemment aller à contrario de mon avis et le défendre. C'est ça? Car nous ne sommes jamais d'accord. Eh bien non, c'est faux, je n'ai pas non plus aimé Unicorn Wars. Notez-le, car c'est la seule fois où nous serons d'accord dans nos vies. J'ai trouvé que c'était... globalement, pas très intéressant et très mal écrit. Ah. Alors, Unicorn Wars, pour les personnes qui ne connaissent pas le projet, parce que c'est un projet un peu important, on va dire, de l'animation en France. C'est un projet c'est le 2e long métrage de Alberto Vasquez, du coup, un réalisateur qui nous a régalé pour la première fois d'un film qui s'appelait Psychonautas. Et donc, Unicorn Wars, c'est l'histoire très... Happy Tree Friends, X Mononoke, je ne sais pas, de petits, je sais plus ce que c'est des oursons mignons qui doivent se battre et faire un génocide de licornes dans la forêt, avec des passages qui rappellent beaucoup tous les films américains sur le Vietnam. Voilà, c'est impossible de ne pas voir ça dans le film, tellement il le rappelle à tous les moments. Et voilà, je te laisse finir ta parole, je voulais juste représenter le film pour les personnes qui ne l'auraient pas vu ou qui hésitent à aller le voir. Du coup, évidemment, on ne le recommande pas. Non, on le recommande pas, hein, je veux dire... du coup, Alberto Vasquez, en fait, c'est marrant parce qu'il travaille souvent avec un court-métrage qui lui permet un peu d'établir un univers. Enfin, je dis ça souvent, juste parce que c'est arrivé 2 fois. C'est-à-dire que Psychonautas, par exemple, avant, il avait fait une BD et un premier court-métrage où il installait un peu ses personnages et où il installait son univers. Et ensuite, il l'a adapté en long-métrage, et le long-métrage est pour le coup assez bien. Et émotionnellement, il y a un truc assez fort où on s'attache aux personnages et tout ça. Unicorn Wars, il avait fait un court-métrage il y a longtemps qui s'appelait Sangre de Unicornio, donc Sang de licorne, qui était un court-métrage avec 2 frères qui essayaient de tuer une licorne, en gros. Et c'est les 2 frères qu'on retrouve dans ce long métrage. Et en fait, je trouve ça un peu naze parce que son long métrage, je trouve qu'il a pas grand intérêt dans la mesure où toute l'originalité de son univers et tout ça, il en fait rien. Il y a des trucs qui commencent à installer, mais ces personnages meurent super vite, donc ce sera jamais... Les points qui auraient pu être intéressants sont pas développés. En plus, on a aucun attachement qui se crée en plus aux personnages qui meurent, donc on s'en fout que ces personnages meurent. Vraiment, genre... Soit qui nous dit mon école faisait gagner des places pour aller le voir, faut croire que j'ai eu la chance de pas les gagner. Bah écoute, au moins t'aurais pu le voir sans donner d'argent. Oui, non, mais est-ce que non, vraiment, je trouve que ça a pas grand intérêt de le regarder en fait parce que ça apporte rien, c'est vraiment hyper basique. En plus, il y a un espèce de truc essentialiste de genre t'as un trauma d'enfance qui te rend méchant et du coup tu seras méchant toute ta vie et t'es un être méchant. Ah oui, alors ça... ultra malaisant dedans. Il y a plein de trucs ultra malaisants et essentialistes, vraiment pas ouf. Je trouve que le film... Enfin, si je peux enchaîner... Vas-y. Je trouve que le film, transpire une reprise du cinéma américain des années 80-90 avec tous les films, forcément sur l'apport du passager, sur le Vietnam, mais par exemple aussi, là, ton commentaire me fait penser à Taxi Driver. C'est un film qui parle d'un personnage qui a vécu un traumatisme d'enfance qui est quand même, bon, on va dire, pas gigantesque. Maman l'aimait pas assez, voilà.
et maman aimait plus papa, oulala, c'est terrible, et donc apparemment ça justifie de devenir un psychopathe, de tuer ses amis, de mener un génocide, donc voilà, et le film nous plonge en plein dans la psychologie de ce personnage-là, comme s'il était justifié, et finit par... Alors je sais pas ce que t'as pensé de la fin du film, je vais pas la spoiler, mais je la trouve vraiment pathétique, puisque c'est vraiment le réalisateur qui te met le nez dans la merde et qui te dit et voilà, tout le monde est méchant. En fait, mon film, il parlait pas de petites licornes et de petits oursons, il parlait de l'être humain, parce que l'être humain, il est méchant. Ouh là là, c'est hyper profond et dark. Et genre, vraiment, j'ai vu ça et je me suis dit... J'étais très en écoute, colère. Je trouve que le film montre presque une plongée dans la psychologie incel sans vraiment la critiquer. Donc voilà, ce n'est que mon avis sur la question. Je vous laisse aller le voir vous-même, mais vraiment, la majorité des films qu'on voit sont moyens et nous laissent indifférents. Ce film-là ne m'a pas laissé indifférent, mais vraiment, je le hais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire moi dessus. je l'ai trouvé très mauvais. La fin, je suis allée le voir avec 2 amis. Je me suis retournée vers ses amis et je leur ai dit on vit dans une société, hein. Voilà. Et bien sûr... Voilà. Vraiment, surtout ne payez pas pour aller voir ce film, hein, vraiment. Hein. Voilà, c'était notre avis sur Unicorn Wars, qui est plutôt tranché. On va pouvoir passer à... Après avoir parlé d'un film qu'on ne veut pas du tout vous recommander, on va pouvoir passer à ta section à toi. Alors, nous allons passer à ta chronique à toi, régulière et habituelle. Cette semaine, tu voulais nous parler de plein de petites choses dans les recommandations d'Eliott. Nous y voilà. Qu'est-ce que tu as vu, entendu, regardé debout ces derniers temps? J'aime que tu dises entendu. Alors, j'ai vu des belles choses et écouté des belles choses pendant ces vacances. Et déjà, je voulais commencer par une recommandation spécialement pour Ophosynthesis. Parce que la dernière fois, j'avais recommandé une exposition à Paris. Et il y avait des personnes qui n'étaient pas sur Paris qui du coup étaient un peu dégoûtées de ne pas pouvoir aller la voir. Donc là, je me suis dit... Bingo, je suis rentrée chez mes parents pendant les vacances, je vais recommander une exposition qui est à Rennes, voilà. Ah. Alors, Nolwenn Brown, effectivement, c'est un nom... un nom bien breton, hein. c'est un nom de la Bretagne. Oui, du coup, je voulais j'arrive pas à parler. Recommander une expo photo, qui est donc une exposition de Nolwenn Brown qui s'appelle Les Hautes Solitudes, qui est au musée de Bretagne, qui se trouve dans les Champs Libres à Rennes. Donc pour les personnes qui connaissent pas Rennes, eh bien allez-y, c'est une super ville. Et en fait, les Champs Libres, c'est il y a aussi un planétarium, il y a une bibliothèque et tout ça. Et du coup, voilà, cette exposition, c'est une série qui est le fruit d'une résidence de création qui a été proposée à la photographe par le musée de Bretagne. Et donc, l'exposition tire le nom de cette série-là, mais il y a aussi un court-métrage qui est présenté avec, et des œuvres plus anciennes, qui datent de 2013-2015, on va dire. Mmh. Du coup, c'est une exposition qui est un peu divisée en 2 parties. La première partie, c'est des travaux sur le gouren. Le gouren, c'est un style de lutte traditionnelle bretonne, qui est hérité du Moyen-Âge, et qui a été transformé au XXe siècle en sport compétitif. Du coup, aujourd'hui, il y a une fédération de gouren, il y a des règles, il y a des catégories de poids et d'âge, etc. Donc, c'est vraiment devenu un sport d'une certaine manière. Et la deuxième partie, du coup, c'est la partie qui s'appelle Les Hautes Solitudes, donc, et qui est un portrait personnel que l'artiste a fait de Brest. Brest, c'est en gros la ville où elle est née. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une ville qui est tout à l'ouest de la Bretagne, vraiment sur la pointe dans le Finistère. Et donc, c'est une ville où elle est née, mais où elle n'a jamais vécu. Et Opho qui dit trop chouette, ça me fait très plaisir. C'est vraiment une recommandation pour toi. Tu veux une petite dédicace, hein, quand même. Spéciale dédicace, bien sûr. Du coup, oui, donc c'est un portrait personnel de Brest. Et en gros, il y a un peu différentes photos qui sont croisées et qui mélangent l'histoire de la ville, la géologie de la ville, la place des institutions militaires et les êtres vivants qui l'habitent. Et du coup, en fait, il y a une exploration de la ville selon différentes temporalités. Donc, il y a et le temps géologique, avec des photos de roches, etc. Donc, toute cette idée de sous-sol de la ville, de ce qui se trouve en dessous et qu'on ne voit pas au premier abord, et qui est un peu le socle et la mémoire de la ville. Il y a le temps militaire, qui est à la fois indissociable de l'histoire de la ville
et de son présent, puisque aujourd'hui il y a toujours des marins, des officiers, etc. Et il y a le temps vécu des habitants, habitantes anonymes qui ont été photographiés. Et du coup, je vais vous parler un peu plus de mon avis dessus et je vais vous montrer quelques petites œuvres qu'on peut voir. Donc ça, c'est une image d'un court-métrage qu'on voit au début, qui porte du coup sur le Gouren dont je vous parlais tout à l'heure. Donc moi, la première partie, c'est une partie qui m'a plutôt intéressée parce que justement, je connaissais pas l'existence du Gouren en fait. Et je trouve que le regard de la photographe, il est assez intéressant, avec d'un côté une symbolique assez forte, parce qu'il y a pas mal d'images qui font référence à des tableaux ou à des représentations religieuses, des choses comme ça, et d'autres qui sont assez sensuelles, comme celle qu'on voit là, avec des personnes en train de lutter, parce qu'il y a aussi beaucoup un truc de proximité, et il y a aussi le fait de pratiquer le Gouren dans la nature. Du coup, il y a aussi tout un lien assez fort à la nature. Et je trouve que elle, justement, dans son court-métrage sur le Gouren, on voit que elle arrive assez bien à filmer la nature de manière intéressante, ce qui est rare. Enfin, c'est rare de voir des beaux plans, vraiment qui ont de la personnalité sur des arbres, je trouve. Et elle y arrive assez bien. Genre, il n'y a pas d'effet carte postale non plus, mais il y a vraiment un regard et une volonté de faire ressentir quelque chose. Ofo nous dit... Je suis tellement breton qu'on avait 6 séances de Gouren par an dans mon école primaire. Ah ouais. Incroyable. L'hégémonie bretonne, toujours aussi forte. J'adore. Du coup, voilà. Après, ce que je trouvais un peu... Enfin, qui m'a moins touché dans cette première partie, en tout cas, c'est que je trouvais qu'il y avait encore un peu trop de mise en scène. Genre un truc assez... Enfin, moi, je sais que... du coup, peut-être vous l'avez vu dans les précédents streams si jamais vous étiez là, mais moi, j'aime bien quand c'est des photos qui sont assez intimes, justement, et qu'il y a un truc un peu pris sur le vif. Et parfois, quand c'est trop mis en scène et que ça se sent trop, je trouve que justement, il y a un décalage et il y a presque un truc qui est pas crédible. Et du coup, je trouve que cet effet de vouloir créer des tableaux, ça donne des choses très belles, mais qu'il y a des moments où c'est presque trop lisse, même si c'est intéressant quand même, sa façon de travailler, ses images, etc. Et je trouve que parfois, on sent qu'elle est encore un peu dépassée par ses influences et qu'elle a du mal à créer ses propres images. Même si, comme je le disais, son travail il reste intéressant. Et sur son court-métrage, je trouve que visuellement c'est assez chouette, mais le son, c'est vraiment... ça fait très court-métrage d'art contemporain, avec... Enfin, qui a pas forcément eu... après, je sais pas quel a été son apprentissage du son, mais en tout cas, c'est des nappes sonores, et je trouve ça dommage dans la mesure où on voit des contacts. Il y a un peu un truc de... qui dilue la matérialité de ce qu'on voit par le son, et je trouve ça dommage parce qu'on aurait aimé avoir justement un peu plus de son de contact, etc. Et aussi, ce qui est dommage dans la première partie, c'est que dans l'exposition, il y a des textes de présentation qui sont hyper flous, et je trouve ça très chiant quand tu vois un travail où son travail parle plus que les textes de présentation qui ont été faits, parce que les textes de présentation, c'est vraiment des trucs hyper bateaux et pas du tout précis. Alors que dans le travail, on voit bien qu'il y a des choses qui l'intéressent spécifiquement, genre justement tous les rapports des corps et la composition de l'image par rapport à ça. Et c'est pas du tout abordé dans les textes de présentation. Donc, hyper bizarre. Mais du coup, voilà. Je voulais quand même parler de la première partie parce que je trouve qu'il y a des trucs intéressants dessus aussi par rapport à l'interprétation qu'elle fait de la culture bretonne. Et je trouve que justement, on sent aussi toute la maturité en fait qu'elle a eu, donc parce que comme je disais, la première partie c'est des travaux de 2013-2015 en gros, et la deuxième partie c'est 2022. Donc là c'est les images que je vous montre, du coup c'est celle qui s'appelle Les Hautes Solitudes, la fameuse série du coup qu'elle a faite en résidence, et où là il y a beaucoup plus de force, je trouve. Il y a un travail qui est plus intime et plus personnel, et il y a aussi un truc où c'est beau mais sans chercher à l'être en fait, et c'est ça que je trouve important aussi. Du coup il y a vraiment des photos qui sont super touchantes et en même temps qui sont super douces, avec la spécificité de l'exposition aussi. Bon là du coup je vous ai pas mis d'image directement prise dans l'exposition. Ah bah Lunette le chien, bien sûr, le chien qui est une des stars de l'expo qu'on voit sur au moins 3 photos. Mon pépère. Est-ce que c'est... les fans de chiens. Est-ce qu'il est au moins aussi célèbre que le chien de Michel Houellebecq? C'est tout ce qui m'intéresse. Ah, mais le chien de Michel Houellebecq, qui est enterré d'ailleurs, on m'a appris l'existence hier d'un cimetière de chiens à Asnières. Et genre le chien de Michel Houellebecq est enterré là-bas avec notamment le chien de Yves Saint Laurent. Oh.
Voilà, enfin il me semble que c'est à Asnières, je crois qu'on m'a dit que c'était à Asnières, je répète si ça se trouve c'est complètement faux, mais en tout cas il existe un cimetière de chiens où sont enterrés des chiens famous, sachez-le, voilà. Si vous voulez aller pleurer sur la tombe des chiens, c'est possible. C'est des chiens stars ou c'est des chiens de stars? Et donc, Michel Houellebecq a une qualité. il possède un chien. Et oui, tout n'est pas à jeter chez cet homme, apparemment. Je rappelle, puisqu'il avait fait une exposition de photographie au Palais de Tokyo où l'affiche c'était son chien en grand écran partout dans Paris. Donc, Ah oui, forcément on s'en souvient. Hein. Du coup, oui, je disais c'est des photos qui sont super touchantes et super douces. Et donc la spécificité de l'exposition, donc que vous pouvez pas voir ici, désolé, c'est qu'en fait il y a des images, enfin des portraits de personnes qui sont mis en parallèle avec des photos de la ville ou des qui peuvent être parfois soit des photos vraiment à un niveau micro pris de très près, où vraiment c'est des détails de la ville, ou des roches aussi. Et il y a vraiment un parallèle entre la texture des peaux et la texture des roches, ou dans les compositions d'images. Et du coup, il y a vraiment un truc où tout se répond. Et donc je parlais tout à l'heure des temps différents. Là, il y a vraiment cette idée de tous les temps qui se répondent, du coup, et toutes les existences qui se répondent. Et je trouve ça hyper beau. Enfin, moi, en fait, ça m'a grave touchée parce que c'est aussi un truc sur lequel je travaille énormément dans mes films. Je vous mets d'autres photos. Donc, qui là sont mises en parallèle sur la slide que vous voyez, mais qui n'étaient pas mises en parallèle dans l'expo. Ouais, moi, ça m'a vachement touchée parce qu'en fait, il y a vraiment cette idée de lieux qui. Enfin, de personnes, d'êtres qui vivent en même temps dans le même lieu, mais qui existent dans des temporalités différentes. Et je trouve ça ultra fort de voir en fait les points communs qu'il y a entre les deux justement et comment est-ce que c'est montré par l'artiste. Et il y a vraiment tout un travail sur les couleurs qui se répondent, sur les textures qui se répondent. Et vraiment, enfin, je trouve ça ultra beau, quoi. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a trop touchée. Bref. Du coup, il y avait des indications hyper précises sur les roches qu'on voyait en photo. Donc, ça permet vraiment de situer un peu les roches et de comprendre ce que c'est leur composition et tout ça. Et enfin, on sent qu'il y a vraiment un travail de recherche spécifique qui a été fait à ce niveau-là. Dans l'expo, je trouvais que les photos, elles étaient assez bien éclairées. Par contre, le gros bémol que je mettrais, c'est pareil, c'est encore sur la construction de l'exposition. Alors là, pour le coup, dans la deuxième partie, les textes, c'était pas trop mal. j'aime bien Mais, cette critique scénographique à chaque fois qui revient. mais parce qu'en fait, c'est terrible. C'est terrible parce que sur les cartels, il y a indiqué la composition des roches de façon super précise, mais il n'y a pas indiqué les dimensions des photos et le papier, genre comme si le tirage, en gros, il n'avait pas d'importance, ce qui est hyper bizarre parce que la façon dont tu montres tes photos, genre c'est comme si, pour moi c'est comme si le processus créatif il était incomplet dans la mesure où tu vas dans une exposition pour voir les photos, donc tu réfléchis à comment tu partages tes photos aux gens, et là en fait il n'y avait rien d'indiqué, alors qu'en plus vu qu'il y a un travail spécifique qui est fait sur les textures et sur les matières dans les photos, tu te dis bah quand même la personne elle a dû réfléchir à la façon dont elle allait les rendre, tu vois. Et pareil, les photos, elles étaient pas toujours, même je trouve pas du tout, pas toujours, protégées par des plaques de verre. Et parfois, elles étaient pas tout à fait plates. Enfin, c'est vraiment, en fait, ça semble rien quand je le dis comme ça, mais vraiment quand tu vois l'expo, du coup, ça te fait vraiment un truc super bizarre, comme si, tu sens que la personne, ce qui a compté pour elle, c'était beaucoup les instants et la photo qu'elle faisait et tout. Mais comment tu rends compte de cette expérience aux gens et comment tu la partages, bah, c'est hyper important aussi, tu vois. Je trouvais ça dommage, en fait, d'avoir ce bémol-là. Mais ça reste quand même une exposition très bien, que moi j'ai trouvé très touchante. Au photosynthèse qui dit « Oh là là, franchement, ça rend du rêve. » Bah écoute, si jamais tu vas voir l'expo, n'hésite pas à nous redire ce que tu en auras pensé, à nous faire ta petite review. Mais ouais, vraiment, moi j'ai trouvé ça très beau, quoi. Ofo nous dit, je sais pas pourquoi tout ce qui est fait autour et sur Brest me séduit à chaque fois, mais c'est le cas, lol. Bah en fait, simplement quand c'est des lieux où on a vécu, c'est intéressant de les voir. C'est comme, c'est un truc que t'entends hyper vite au cinéma, hyper souvent au cinéma, mais New York n'a jamais été aussi bien filmé que par Paul Thomas Anderson ou et c'est vrai que la manière dont tu montres les villes et les personnes qui y habitent, ça peut être touchant dans des espaces que tu connais, quoi. Genre, moi j'ai des atmosphères de ville que je n'ai jamais visité de ma vie et que je visiterai probablement pas, mais qui sont dictées par des images, la manière dont c'est photographié, les grandes allées américaines quadrillées, les cités les cités en Asie infinies ou qui se construisent les unes sur les autres,
Ce genre de choses, ça se représente aussi par l'image et ça donne une image d'un pays, d'une ville. Et du coup, j'imagine que c'est peut-être pour ça que Brest, ça te stimule. Ensuite, pour ne pas déborder sur le sujet des villes, qui est un sujet que je maîtrise, euh, il me semble... Je me suis Il demandé me si semble... t'allais t'arrêter en La disant, je trouvais ça tangente. grave intéressant, du coup, Non, continue, non. continue. Les villes invisibles, Italo Calvino, j'ai fait mon mémoire sur les villes fantastiques. Alors, cette année, nous avons conclu récemment l'année 2022. En avant-première, tu nous proposes ce soir, Elliot, je ne mets pas des mots dans ta bouche, ton film préféré de 2022. C'est bien ça? C'est tout à fait ce que j'ai dit. Il y a un film, je fais du teasing, tu vois, j'attends un peu. En vrai, PS, on dit bonne année 2023, mais surtout, on espère que ça ira, même si globalement le monde ça va pas bien et que c'est de la merde. Genre, j'espère que vous êtes entourés par des personnes cool et surtout continuez à venir sur le stream car ça nous fait grave plaisir et ça fait que nous on est entourés par des personnes cool puisque vous êtes là. Oh, Voilà. c'est joliment dit. Quel charmeur. Teasing. J'ai dit OMG, les vœux de bonne année, ça a changé. Bon. J'ai dit que j'avais vu un super film en 2022 et en fait je crois que... Enfin je sais que vraiment c'est mon film que j'ai préféré de 2022. Ce sera pas forcément votre cas, mais moi c'est un film qui m'a bouleversée. Je suis sortie du cinéma. Il faut savoir que je suis une pipelette et j'étais avec ma grande sœur qui est aussi une pipelette. Et quand on sort du cinéma, normalement ensemble, direct on parle du film. Là on n'a pas parlé du film. On s'est juste genre fait un énorme câlin. Et on était en mode... voilà, genre... Bon, tout ça pour dire que t'as adoré Avatar 2 quand même, tourne pas autour du pot. Je suis moi, le lycéen de Christophe Honoré et vraiment, c'était incroyable. J'ai tellement pleuré devant ce film. J'ai essayé depuis du coup d'écrire un peu des trucs dessus pour vous le présenter quand même. Il faut savoir que moi, je l'ai découvert aussi dans des conditions où j'avais vu la bande-annonce, mais la bande-annonce ne fait pas forcément sentir le ton du film et ce qui se passe dans le film. Du coup, je m'attendais pas du tout à avoir un film aussi intense émotionnellement. Donc déjà, peut-être, la première chose que je veux dire, c'est... sachez que... Enfin, en tout cas, je vous préviens, il est possible que vous ayez besoin de temps pour vous remettre de ce film. Au fait, c'est Élise qui dit « Ah ouais, c'est marrant, je suis un peu mi-film mi-raisin dessus. » Bah, je pense que ça va dépendre des gens. Et ça dépend aussi peut-être des attentes qu'on avait. Moi, j'avais vraiment zéro attente. J'y allais un peu en mode... Ça va être léger. J'avais déjà vu d'autres films de Christophe Honoré. Et la bande-annonce me faisait laisser attendre un certain ton. Et en fait, j'ai complètement eu autre chose. Et enfin bref, du coup, ça m'a... Voilà. Du coup... De quoi ça parle 2h01, sorti le 30 novembre, avec Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste et Erwan Kepoa Fallé. De quoi ça parle Je ne sais pas de quoi ça parle. De quoi ça parle Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Justement, je peux pas trop le dire parce qu'en fait, je veux pas forcément spoiler le film. Enfin, je voudrais vous laisser l'occasion de le découvrir. C'est un film à twist? Non, mais c'est juste que, en fait, moi, il y avait un truc qui se passe dans le film et que je savais pas. C'est teen movie un peu. Non, c'est pas teen movie. En fait, c'est un peu comme Parasite. En gros, l'histoire de donc ce lycéen qui est joué par Paul Kircher qui va partir. Non, mais en fait, faut que je vous dise de quoi ça parle. Bon. Voilà, pour l'instant, c'est qu'il y a un lycéen et du beau monde dedans, quoi. C'est un peu léger pour moi, pour me projeter, mais. Bon, il y a son père qui a un accident et qui décède au début du film. Et du coup, ça va être en gros comment est-ce que cette famille, comment est-ce que ce lycéen va se reconstruire après le décès de son père. Et il y a notamment toute une partie où il va à Paris chez son frère et où il est complètement perdu. Et ça, moi, ça a vraiment ça a vraiment capté un truc de l'adolescence, je trouve. Et l'ambiance, c'est pas du tout teen movie en fait, mais c'est assez indescriptible. Je trouve qu'il y a un ton qui est assez juste. Qui pour le coup correspond pas mal quand même aux autres films de Christophe Honoré que j'avais vus en tout cas. Mais je sais pas, c'est la vie quoi, genre parfois c'est drôle et parfois c'est triste et en même temps c'est pas tire-larme. Ok. Du coup c'est pas mal. En gros pour vous le situer, j'avais écrit des trucs sur Christophe Honoré parce que je trouve que ça dit assez bien ce que peut être le film, surtout que c'est son film le plus personnel dans la mesure où il est assez autobiographique en fait. Et genre, j'avais noté une petite citation
que lui, il a eu sur son film. Je m'étais donné comme cible d'exprimer des émotions liées à une période particulière de mon adolescence lorsque mon père a disparu. C'est un film que j'ai souvent reporté, mais là, j'ignore d'ailleurs pourquoi, je me sentais assez armée pour essayer de me reprojeter dans cette histoire. Et on sent que c'est vraiment ce qu'il a fait, et je sais pas, c'est comme un film qui est en train de naître quand tu le vois, genre ça arrive pas à pas, et il y a vraiment un truc qui est hyper fort. Je vous mets des petits plans du film pour que vous voyez. Et il y a plein de trucs qui m'ont vachement parlé en plus dedans et tout. Et donc déjà, comme je le disais, c'est très bien joué. Enfin, je sais plus si je l'ai dit, mais c'est très bien joué. Et Christophe Honoré, c'est des films qui sont très bien écrits aussi. Sa recherche pour le rôle principal, elle a duré genre 3 mois. Et finalement, il a trouvé Vincent Lacoste. qui avait joué genre juste dans une comédie avant. Et Vincent Lacoste, par contre, c'est sa 3e collaboration avec lui. Et le rôle du père, c'est Christophe Honoré qui le joue lui-même. Du coup, on sent qu'il y a vraiment un truc de quelque chose qu'il voulait raconter et qu'il avait besoin d'incarner aussi. Et c'est ça qui fait que c'est aussi fort. Et en fait, du coup, Christophe Honoré, c'est son 14e long métrage. Et comme je le disais, il fait un gros travail d'écriture. Et notamment au niveau des dialogues, souvent c'est des très bons dialogues, je trouve. Il y avait vraiment... je crois que c'était Dans Paris, qui est un film que j'ai pas spécialement aimé. Mais il y a un passage où il y a un dialogue que j'avais trouvé incroyable. J'ai regardé cette scène 3 fois. Et vraiment, je trouve que il y a un truc hyper fort dedans. Et en fait, il est aussi écrivain et metteur en scène. Il a écrit pas mal de romans pour enfants et pour adolescents. Et donc, il aborde des thèmes plutôt lourds quand même dedans, genre le sida, le suicide, l'homoparentalité, le mensonge des adultes, les secrets de famille, etc. Donc, il y a vraiment un truc où, dans l'ensemble de son travail, c'est souvent des relations humaines qui sont assez proches et assez complexes. Donc, un peu des relations familiales et aussi des relations amoureuses / amicales. Tout ça un peu qui est mélangé, et je trouve qu'il arrive à faire ressentir justement un peu la complexité de ce que ça peut être d'être un être humain, quoi. Ophocintésie, qui lui, il a fait pas mal de théâtre et ça se sent, mais c'est quelque chose que j'aime bien souvent chez lui. C'est vrai que ça se sent pas mal dans son travail, mais pareil, moi c'est quelque chose que j'aime bien et qui le caractérise. En plus, je trouve qu'il a il fait des mises en scène qui sont assez fortes. Et il a vraiment une volonté de se positionner aussi avec son cinéma. Genre, il fait souvent appel à des références. Bon, alors, lunettes pour te teaser encore plus. Il cite souvent Jacques Demy comme inspiration. Il dit que Lola, c'est un de ses films préférés. Il avait écrit pas mal de textes dans les cahiers du cinéma à la fin des années 90 où justement il posait un peu ce qu'allait être son cinéma. Donc on sent qu'il y a quand même vraiment une recherche et une volonté de faire quelque chose qui soit à lui. Et je trouve que on ressent, surtout dans ce film-là, à quel point en fait c'est fort et à quel point c'est personnel. Et après, il a eu pas mal de prises de position, dont notamment en 2010, où il avait publié une tribune dans Le Monde pour défendre la littérature jeunesse. Donc, je pense que il y a vraiment ce truc de vouloir se positionner aussi politiquement et de dire un truc. Et aussi, il est ouvertement homosexuel. Bien sûr, je parle tout le temps de ma communauté, là. Ah bon? Une petite... Du coup, pour la petite anecdote, il avait signé en 2012 une tribune dans Le Monde qui dénonçait le discours tenu par les responsables politiques et les responsables religieux à l'égard des homosexuels. Donc c'est à la période du débat sur l'adoption de la loi mariage pour tous. Évidemment, ouais. Du coup, voilà, je pense qu'il y a vraiment tout ça pour dire. C'est une personne qui s'exprime dans par pas mal de médiums artistiques différents et qui a vraiment la volonté de dire quelque chose de fort et là de raconter quelque chose d'hyper personnel. Et du coup, vraiment, moi en tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Après, peut-être pas vous, mais en tout cas, c'est chouette si on peut en discuter. Si jamais ça vous fait envie de voir le film. Je trouve qu'il y a des belles relations entre les personnages, il y a des beaux dialogues, il y a vraiment des beaux moments. Il n'y a rien qui est de trop, je trouve qu'il arrive à rester hyper juste tout le long. Il y a des très beaux plans et des très beaux moments, mais pareil, qui restent assez simples. Je trouve que vraiment, en fait, on y croit. Tu vois, moi, il n'y a aucun moment où je me suis distanciée et où je me suis dit non, mais là, c'est pas possible, ça marche pas. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que, même encore maintenant, j'ai un peu de mal à en parler et tout, parce que vraiment, je me suis sortie du cinéma et ce film m'a fait fermer ma gueule.